Donc, la semaine dernière, je vous avais laissé avec cette illustration qui est prise d'un numéro spécial de Nature l'année dernière sur les ou la schizophrénie et qui vous rappelle que ce sont des maladies, des états pathologiques dont les causes peuvent être multiples mais qui touchent près de 1% des humains et dont les signes les plus caractéristiques, hallucinations, délire, retrait social, apparaissent au tout début de l'âge adulte, qu'on peut voir ici. Donc, vous voyez, 12-14, 14-19. Donc, c'est une maladie qui apparaît tardivement, dans ces signes, bien entendu, ce qui ne veut pas dire que les causes ne peuvent pas être plus anciennes, ni que des signes n'existent pas avant qui seraient passés inaperçus, en particulier des problèmes cognitifs, qui pourraient se poursuivre bien au-delà de l'apparition de la maladie. Donc ici, de nouveau, face à ce qu'il faut bien appeler notre incompréhension de l'origine de ces symptômes et de la possible, je dirais même très certaine, hétérogénéité de ces origines, je voudrais éviter toute forme de dogmatisme et tout particulièrement l'opposition faite entre le génétique et l'environnemental. Et de même qu'il faut éviter, je crois, la tentation de chercher une cause unique, voire pour certains un gène unique à ces états mentaux. Sur cette même illustration, vous pouvez voir à gauche et en haut que sont décrites les différentes phases du développement humain, depuis la fertilisation jusqu'à l'âge adulte. Et vous constaterez que pour ce qui est du cortex préfrontal, qui est le cortex qui nous intéresse en priorité cette année, en tout cas pour l'instant, les synapses inhibitrices, que vous voyez ici, ne commencent à se développer véritablement que vers l'âge de 15 ans, ce qui est extrêmement tard, c'est l'adolescence, le début de l'adolescence, et avec une diminution progressive des synapses excitatrices, comme vous pouvez le voir ici, vers 5 ans. Ce qui veut dire que le rapport excitation-inhibition baisse progressivement dès l'âge de 5 ans, mais avec une baisse très très forte autour du début de l'adolescence. Dans la partie basse de ce schéma, en pointillé, vous allez voir, ce qu'on voit c'est la même chose, mais c'est reporté avec le développement des symptômes. Et ce que vous pouvez voir en pointillé, c'est ce qui se passe chez pas mal de patients. En tout cas, c'est probablement un tout petit peu simplifié, j'en sais rien. Mais ce qu'on voit clairement, c'est une lacune dans les synapses inhibitrices. Vous voyez, ça manque. Et une diminution des l'élagage des dendrites des neurones pyramidaux. C'est-à-dire qu'en fait, si vous perdez des dendrites dans les neurones pyramidaux, vous perdez aussi des possibilités d'inhibition. Donc ces deux phénomènes contribuent à une augmentation de l'excitation, du moins à un dérèglement de la balance excitation-inhibition. Et ce que vous voyez aussi ici, c'est que vous avez une baisse de la myélination. Et vous savez qu'au cours du développement, on perd la substance grise et on augmente de la substance blanche parce que les contacts à distance se mettent en place et ces contacts myélinisés, donc ces fibres, qui permettent un voyage plus rapide des influx nerveux, qui donc mettent en correspondance différentes régions du cortex, eh bien entendu, il y a donc là une modification de phénomènes qu'on peut dire de synchronisation, par exemple, et qui participe, comme vous le savez, et comme on le verra dans les dernières heures du cours, à l'activité cognitive, quand nous traiterons des questions des oscillations. Au cours de ces périodes de maturation postnatale, je vous le disais, la matière grise diminue au profit du développement des gaines de myéline. Donc ça, je vous renvoie à vos cours de terminale pour ça, ou à Google, c'est à peu près pareil, donc ça donne accès aujourd'hui à beaucoup de choses. Cette année, donc, au moins pour le cours d'aujourd'hui et celui de la semaine prochaine, je vais mettre l'accent sur les périodes critiques du développement cérébral. Et donc, je crois absolument nécessaire de vous définir très précisément ce qu'on appelle les périodes critiques. Très précisément, pour autant qu'on le sache en tout cas.
Donc j'ai fait une petite revue de la littérature sur ces questions et je vais me plonger dans un point de vue un tout petit peu historique en partant de la découverte de la plasticité physiologique du système nerveux central. Le mieux qu'on puisse faire dans cette affaire, c'est probablement de revenir aux travaux de David Hubel et Thorsten Wiesel, dont nous célébrons cette année le 50e anniversaire de leur découverte. Donc, au début des années 60, Thorsten Wiesel et David Hubel décident de s'intéresser au développement du système visuel chez le chat et au rôle de l'expérience visuelle dans ce développement. D'après Wiesel, et c'est lui qui le dit dans sa conférence Nobel de 1981, ces expériences ont été stimulées par l'amblyopie des enfants opérés trop tard d'une cataracte congénitale. Donc, je définirai scientifiquement l'amblyopie plus tard, mais pour l'instant, on peut simplifier en disant que chez les animaux à vision binoculaire, l'absence de stimulation d'un œil pendant une période postnatale critique de développement du cortex visuel conduit à un affaiblissement de la représentation corticale de cet œil au niveau du cortex visuel binoculaire en particulier, et ce au profit de l'œil resté ouvert. L'autre œil est alors dit paresseux, l'œil qui ne voit pas, ce qui est injuste parce que l'œil n'est pas du tout paresseux, il est parfait. Dans ce cas précis, c'est le cortex qui est paresseux. Alors, comme il est difficile d'élever des chatons dans le noir, certains vous le diront dans la pièce, dans le noir complet en tout cas, Hubel et Wiesel décident de suturer les yeux. Et en fait, comme ce sont des bons savants, ils veulent un contrôle, donc ils suturent un seul œil. Et ça, c'était vraiment un coup de chance, vous allez voir. Donc, un premier résultat, c'est que la suture, pendant 3 mois, rend le chaton aveugle de l'œil fermé, et que dans le cortex strié, c'est en fait le cortex visuel primaire, la majorité des cellules ne répond qu'à l'œil resté ouvert. Alors, par une autre série d'expériences, il démontre que les propriétés d'orientation spécifiques, je vais y revenir, sont innées, et que la binocularité, une orientation spécifique qui est vue par les 2 yeux, se développe de façon spontanée, et que ce développement nécessite une activation des 2 yeux. Bref, le fait que le chaton puisse être rendu aveugle de l'œil fermé suggère que les circuits établis au cours du développement peuvent être modifiés par l'expérience visuelle. Mais, et c'est très important, cette modification n'opère pas chez l'adulte, ou elle opère beaucoup moins. On reviendra sur, parce que oui, non, c'est jamais, en biologie, c'est jamais vrai, c'est toujours plus grisé que ça, mais on peut, dans un premier temps, on peut dire ça. Alors, nos deux chercheurs passent chez le singe rhésus, confirment l'observation, et dans la déprivation moléculaire à l'âge de 2 semaines et pour 18 mois, ils suivent la dominance et ils démontrent un shift de cette dominance. Donc vous avez ça ici, ça c'est simple, ça c'est... Alors quand c'est, vous voyez, l'œil contralatéral, il y a toujours un œil qu'on dit contralatéral, l'autre qu'on dit ipsilatéral, donc c'est une affaire de convention. Vous voyez ici que 1, c'est les neurones qui répondent 100% à l'œil contralatéral, 7 sont les neurones qui répondent 100% à l'œil ipsilatéral, tous les autres répondent aux 2 yeux, et là on a retiré la couche 4 du cortex visuel, car dans la couche 4, il n'y a que des neurones qui répondent soit à un œil, soit à l'autre. D'accord ? Et ce que vous voyez ici très clairement, c'est que quand on a retiré l'œil contralatéral, D ça veut dire deprived, c'est-à-dire qu'on a retiré l'œil contralatéral chez cet animal, au bout de 18 mois, eh bien on constate que la plupart des neurones ne répondent plus qu'à l'œil ipsilatéral. C'est-à-dire qu'il y a encore des neurones qui répondent un peu aux 2 yeux, mais globalement, si vous voulez, il y a un shift de ce qu'on appelle la dominance oculaire. L'œil resté ouvert, ipsilatéral, est devenu totalement dominant. L'autre œil, le cortex correspondant à l'autre œil, ne voit plus. Donc ça, c'est très spectaculaire, bien entendu. Et sur le plan anatomique, on peut aller regarder s'il y a des corrélats. Alors comme vous le savez, j'y reviendrai, le système visuel, ça part de l'œil, ça va
un premier relais qui est le thalamus dorsal, DLGN, thalamus dorsal, et ensuite on passe du thalamus dorsal au cortex visuel primaire, puis ensuite aux autres régions du cortex visuel dont nous ne parlerons pas cette année. Mais ce qu'ils disent, c'est que déjà au niveau, alors vous voyez, il y a l'œil ipsilatéral, l'œil contralatéral, c'est organisé en domaines dans le thalamus. Et ce qu'ils disent, c'est que les noyaux qui correspondent à l'œil, les cellules qui correspondent à l'œil déprivé diminuent. Alors il faut les yeux de la foi. Hein, moi je ne les ai pas, mais bon, c'est Hubel et Wiesel, hein, donc ça doit être vrai. Donc voilà. Mais en revanche, ce qui est sûr, qui est vrai, c'est qu'il se passe quelque chose de très fort au niveau du cortex. Et ça, vous le voyez très bien ici. Cette expérience est une expérience qui est très très astucieuse parce qu'elle consiste à injecter un acide aminé radioactif dans l'œil et les protéines qui sont synthétisées vont aller se promener jusqu'au cortex. Et donc on peut voir la part, là on est dans la couche 4, vous voyez, il n'y a que des cellules soit ipsilatérales, soit contralatérales. Ça c'est l'œil qui a été injecté. Donc on voit que cet œil dans la couche 4 a des terminaisons qui sont marquées. Donc, et puis vous avez une alternance contralatérale, ipsilatérale, contralatérale, ipsilatérale, droite-gauche, 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 mais avec des bandes de même taille. C'est-à-dire que les deux yeux occupent la même surface dans le cortex. Et dans cette expérience où on a retiré la vision de l'œil contralatéral, vous voyez que l'œil ipsilatéral a envahi une grande partie de la surface qui était réservée, entre guillemets, à l'œil contralatéral. Alors on est dans la couche 4, où il n'y a que des cellules qui répondent à un œil ou à l'autre. On n'est pas dans les autres couches où il y a des cellules qui répondent aux deux yeux. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas seulement une modification physiologique, ce qui est déjà très beau, mais il y a aussi une modification morphologique. Et cette expérience a permis de mettre en avant ce qu'on appelle le concept de colonne de dominance oculaire, qui, vous allez le voir, n'existe pas chez toutes les espèces, en particulier n'existe pas chez la souris. Donc une alternance de colonnes pour l'œil droit et de colonnes pour l'œil gauche. Donc ces modifications peuvent être suivies sur le plan physiologique, électrophysiologique. Il s'agit toujours des vieilles images que j'ai récupérées des anciens travaux de Hubel et Wiesel, où vous entrez une électrode par la couche 4 de façon tangentielle, si possible. Évidemment, ça déborde un peu des fois. Et là, de nouveau, vous avez ici que les neurones qui répondent à un des deux yeux, et ça, ceux qui répondent à l'autre. Et entre les deux, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est comme ici, hein, rappelez-vous, sauf que là, on a mis la couche 4. Eh bien, là, on a mis la couche 4. Eh bien, vous avez des neurones qui répondent soit à un œil, soit à l'autre, soit aux deux, et évidemment avec des forces plus ou moins importantes pour un œil ou l'autre. Même quand on répond aux deux, il y en a un pour lequel on répond mieux. Vous voyez, celui-là, on répond mieux à l'œil contralatéral. On est en position 2 ici. Donc, mais si je fais une fermeture de mon œil contralatéral, celui qui correspond à cette bande-là, vous voyez que maintenant, je n'aurai plus de réponse que de l'œil ipsilatéral. De temps en temps, j'en ai quelques-uns qui répondent dans ce cas-là, mais c'est relativement faible. Donc, il y a une modification non seulement morphologique, bien entendu, mais vous pouvez très bien le suivre par les moyens de l'électrophysiologie. Vous pouvez aussi rendre un chimpanzé, le faire loucher, hein, en lui coupant ce muscle ici, qui est le latéral rectus, et à ce moment-là, vous avez un strabisme. Nous avons donc, les deux yeux répondent, mais vous n'avez absolument pas de réponse binoculaire. Donc ça, c'est quand même, ça c'était fait à 3 semaines chez le singe, donc évidemment pendant la période critique. Donc c'est la preuve que vous avez, par la manipulation externe des systèmes sensoriels, une modification de la construction des réseaux et aussi de l'activité physiologique de votre système nerveux central. C'est alors que Wiesel et Hubel abordent la question de la période critique, et, parce que évidemment les changements ne sont observés que si l'œil est fermé
pendant une certaine période du développement, pas pendant toute la vie. En fait, la plasticité se met en place et puis décroît progressivement. Alors, l'image suivante, vous voyez ce qui se passe, par exemple, si je ferme, vous voyez ici, je ferme mon œil à 2 semaines, et vous voyez que quand je ferme l'œil à 2 semaines, j'ai fermé celui-là, c'est de ce côté-là que c'est déprivé, là. Et vous voyez qu'au bout de 18 mois, quand j'enregistre, eh bien, je n'ai plus que l'œil qui est resté ouvert qui est capable de répondre. C'est la même manip que tout à l'heure, en gros. Si je ferme à 10 semaines, j'ai aussi un shift, ce coup-ci c'est là que j'ai déprivé, j'ai aussi un shift du côté de l'œil ouvert, mais vous voyez que c'est quand même déjà moins costaud. Il y a déjà des gars là qui sont capables de répondre aux 2 yeux de ce côté-là. Si je le fais à 1 an, j'ai encore un shift, j'ai encore de la plasticité à 1 an chez le macaque rhésus. Mais vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de vision résiduelle de l'œil resté ouvert. Et à 6 ans, j'ai un pattern normal. C'est-à-dire que si je ferme l'œil à 6 ans, c'est trop tard. Je n'ai pas de réorganisation de mon circuit cérébral. Donc ça prouve qu'on peut le faire, mais qu'il y a une limite à la plasticité, du moins qu'elle réduit énormément chez un animal adulte. Alors, il y a une autre expérience qui est amusante, qui est ce qu'ils appellent la reverse suture. C'est-à-dire que d'abord, vous commencez par fermer cet œil-là, et normalement, donc, ça devrait répondre que là, mais au bout de 3 semaines, vous rouvrez et vous refermez là. Et vous voyez que c'est la deuxième fermeture qui gagne, c'est-à-dire qu'on ne voit rien du tout, cet œil-là devient aveugle. Donc plutôt le cortex correspondant à cet œil-là devient aveugle. Mais si je fais ça à 1 an, eh bien, le shift ne se fait plus, c'est-à-dire que je ne peux pas faire une réversuture à 1 an. Donc ça prouve que là aussi, il y a une plasticité et que cette plasticité, elle a une période qui est une période assez limitée, enfin limitée. En tout cas, la grande plasticité, celle qu'on voit pendant la période critique, est à une période extrêmement limitée. Donc, il y a aussi donc une longue discussion dans ce papier qui suit, donc le papier Nobel, une longue discussion sur le mécanisme qui est impliqué. Et l'idée, c'est qu'il y a une compétition entre les terminaisons qui viennent des 2 yeux via un relais thalamique, bien entendu, ce sont des projections thalamo-corticales. Eh bien, il y a une compétition. Et vous voyez ici cette expérience qui est prise aussi chez le chat. Là, c'est une coloration de Golgi, en haut, en tout cas, c'est une coloration de Golgi, c'est-à-dire qu'on voit la terminaison d'un seul neurone. Et ce neurone vient du thalamus d'un chaton de 17 jours, avant que ne se forment les colonnes de dominance oculaire. Vous voyez que ce neurone occupe une surface tout à fait énorme, c'est-à-dire qu'il déborde sur 2 colonnes, au moins. Et donc il occupe quasiment tout l'espace de la couche 4. Mais en B, ici, là c'est une injection de peroxydase, mais de nouveau le détail pendant. Vous voyez que maintenant, vous avez un marquage ici, un blanc, et un marquage ici. C'est-à-dire que maintenant, on a eu la séparation, c'est-à-dire que les terminaisons qui viennent de l'autre œil sont venues se mettre ici, et donc il y a une alternance droite, gauche, droite, contra, ipsi, contra. Donc ça, c'est évidemment chez un animal adulte. Mais si vous faites une déprivation monoculaire pendant 1 an, eh bien vous voyez que maintenant, les fibres de sel sont venues occuper l'espace complet, c'est-à-dire qu'il y a une compétition entre les terminaisons qui correspondent à l'œil droit et les terminaisons qui correspondent à l'œil gauche. Donc là, on voit vraiment clairement sur le plan morphologique cette plasticité morphologique qui accompagne cette période critique de plasticité au cours du développement. Donc ce travail de Hubel et Wiesel, qui leur a valu de partager un prix Nobel avec Sperry, en fait, est important parce qu'il démontre que l'expérience sensorielle joue un rôle dans la construction du système nerveux. Tout n'est donc pas inné au sens de strictement déterminé génétiquement, et les constructions cérébrales sont labiles à l'intérieur d'une enveloppe génétique donnée, bien entendu. Mais cette possibilité de remanier un système cérébral en fonction de l'information, ici sensorielle, car il y a d'autres types de facteurs
hein, qui peuvent modifier notre structure cérébrale. Il n'y a pas qu'il y a le sensoriel, mais il peut y avoir d'autres choses. Et limité dans le temps. Donc cette question de limitation dans le temps, marquée par le terme de période critique, avant ce n'est pas possible et après ce ne l'est plus, ouvre sur évidemment plusieurs questions importantes. Alors la première question, c'est la rigidité du système. Est-il exact, est-il vrai, qu'après fermeture de la période critique, la plasticité soit entièrement perdue? On sait bien que non. On sait bien que non, d'abord à cause des cellules souches neurales, hein, dont nous avons examiné le rôle l'année dernière, dans ce qu'on peut considérer comme une forme de renouvellement cellulaire du cerveau. D'ailleurs, je vous rappelle que demain, nous aurons la deuxième conférence de Fred Gage à 5 heures. C'est intéressant parce qu'en fait, elle va être sur les IPS, dont vous savez que les inventeurs, enfin, John Gurdon et Yamanaka ont reçu aujourd'hui le prix Nobel de médecine. Mais vous êtes maintenant des experts en IPS, hein, on a quand même passé pratiquement 2 ans à en parler que de ça. Donc, mais demain, ça va être amusant d'entendre Rusty, Fred Gage, raconter comment il peut prendre des fibroblastes de patients schizophrènes pour faire des neurones à partir des fibroblastes et de voir s'ils ont une propriété particulière en boîte. J'ai des doutes, hein, mais je suis curieux d'aller écouter Fred, qui est un garçon charmant. Voilà, donc ceux d'entre vous qui sont intéressés, demain à 5 heures en salle 5. Ça sera en anglais, oui, mais je pourrais vous raconter après en français, parce que j'ai déjà raconté l'année dernière. Si vous avez des questions à poser, je vous déchiffrerai la chose. Mais il parle lentement. Voilà. Donc, je ne peux pas l'obliger à apprendre le français si vite. Il n'a pas la plasticité cérébrale nécessaire. Il a 62 ans aujourd'hui, pour rien vous cacher. Donc, voilà. Donc, ensuite, parce que cette plasticité, pour reprendre mon propos, ne veut pas dire uniquement renouvellement cellulaire, bien sûr. Une part importante revient à des modifications des efficacités synaptiques. Hein. Ça passe mieux après la deuxième fois ou moins bien, hein, LTP, LTD, mais surtout à des changements morphologiques. Ce n'est pas incompatible, en fait, ça s'accompagne, en particulier au niveau des épines dendritiques, dont il est clair que ces changements se poursuivent tout au long de la vie. On peut donc se demander, sur cette base de plasticité résiduelle, s'il est possible, hein, de rouvrir des périodes de pleine plasticité. Et je reviendrai sur ce point le 29 octobre. Dernier dilemme, hein, parmi d'autres, qu'on va découvrir au fil du cours, combien de périodes critiques et à quel moment du développement? Pour la vision binoculaire, celle qui nous guide en ce moment, nous devons voir qu'elle s'étend chez la souris entre 20 jours et 40 jours après la naissance, P20 à P40. Mais il y a aussi des périodes critiques pour les représentations somatosensorielles, hein, plus précoces. Hein. Cette représentation est fixée à peu près vers 7 jours après la naissance chez la souris, la représentation du corps, hein, quand on vous touche. Vous voyez ici, par exemple, ce que c'est notre homunculus sensoriel, qui est codé sur nos gènes OX. Nous avons nos neurones sensoriels, et il y a une représentation sensorielle au niveau du thalamus, il y en a même plusieurs. Et vous voyez qu'elles sont disproportionnées par rapport à l'homunculus du miroir, hein, celui qu'on voit dans la glace. Et ça, elles sont disproportionnées en fonction de l'intensité de l'innervation. Les lèvres, par exemple, sont très innervées, les mains sont très innervées chez Sapiens, et évidemment de l'usage aussi. Hein. Et puis ensuite, il y a évidemment une projection au niveau du cortex que vous connaissez tous, hein, les homunculus. Et vous voyez cette disproportion absolument incroyable des différentes régions du corps. Donc ça se construit au cours du développement, et il y a une période critique aussi pour la construction des homunculus. Vous voyez, par exemple, chez la souris, les vibrisses sur le museau sont en fait des nerfs sensoriels qui sont extraordinairement bien organisés, hein, en rangées comme ça, alpha, bêta, gamma, delta, 1, 2, 3, 4, 5, et qui se projettent sur le tronc cérébral, sur le thalamus et sur le cortex. Vous voyez ici les représentations dans le cortex. Chaque tonnelet dans le cortex, en fait, traite les informations qui viennent d'une terminaison particulière. Et vous voyez, c'est incroyable cette recombinaison. Mais si vous retirez les vibrisses avant la fin de la période critique, c'est-à-dire avant le 7e jour postnatal, vous voyez que cette rangée-là
ici, disparaît aussi dans le cortex et que les autres fibres ont envahi cette région. C'est-à-dire que vous avez une compensation par les rangs adjacents. Et ça se fait dans le système, dans cette direction-là, mais aussi dans cette direction-là. Sauf que là, vous avez une moins bonne récupération, mais c'est une question de temps. Donc, vous voyez que vous avez de la plasticité, mais pas après l'âge de 7 jours. Donc, si vous faites ça trop tard, vous avez ce qu'on appelle la douleur du membre absent, parce que vous avez peut-être perdu le membre périphérique, mais vous avez gardé les membres centraux, qui est toujours quelque chose à vous dire. Donc, on en reviendra. Enfin, toutes ces régions du cortex dont on a discuté l'année dernière, enfin la semaine dernière, ou l'année dernière d'ailleurs, oui, eh bien, toutes ces régions du cortex qui traitent des modalités sensorielles, cognitives, motrices, eh bien, passent par ces périodes critiques, et toutes ces périodes critiques, cortex auditif, cortex sensoriel, cortex moteur, région cognitive, pensez à l'apprentissage des langues, par exemple, eh bien, toutes ces régions de cortex n'ont pas forcément les mêmes périodes critiques. C'est-à-dire que tout le cerveau, au début, ne se développe pas à la même vitesse, même s'il y a un moment où tout le monde doit fonctionner ensemble, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est dans ce cadre qu'il faut replacer l'hypothèse de période critique plus tardive, à l'orée de la vie adulte, pour certaines régions engagées dans des comportements cognitifs sociaux post-pubertaires. J'ai plus la peine de vous rappeler l'hypothèse, aujourd'hui évidemment assez répandue, sur laquelle ce serait dans le mauvais déroulement de ces périodes tardives que pourrait se trouver l'origine de troubles psychiatriques qui se manifestent au début de cette vie adulte, comme on l'a vu au début du cours. Ce qui, je le répète, ne veut pas dire que les causes n'en sont pas plus précoces, plus anciennes, plus précoces. Donc cette parcellisation des régions corticales, pas moins de 52 régions dans le cortex humain, auxquelles il faut évidemment ajouter les régions sous-corticales, ont donc des rythmes de maturation différents. Et c'est-à-dire que chacune de ces régions joue sa partition séparément. C'est là que s'introduit évidemment une autre question, qui est celle de l'orchestration de l'activité cérébrale. Nous y viendrons, je l'ai dit, quand on parlera des oscillations, mais il doit être clair dès aujourd'hui qu'une somme de perfection, audition parfaite, vision parfaite, etc., ne peut pas donner une cognition parfaite s'il n'existe pas une forme de synchronisation de ces activités cérébrales. Pas forcément une synchronisation permanente, mais une synchronisation ponctuelle, appelée par les tâches cognitives, en fait, des correspondances, si vous voulez. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir, évidemment, sur lequel il va falloir réfléchir, parce que, évidemment, si on parle de cognition, on est obligé de penser à ces correspondances entre le fonctionnement des différentes régions corticales. D'où l'importance des développements des fibres myélinisées, etc., dont je vous parlais au départ. Donc, je vais maintenant, après ce qui est quand même une introduction, malgré tout, je ne suis pas rapide aujourd'hui, excusez-moi, je vais accélérer, entrer dans le détail d'une période critique, donc celle qui a évidemment servi de modèle très longtemps, qui est évidemment, de nouveau, est toujours la même, mais je vais rentrer dans le détail, la période critique pour la vision binoculaire, en gardant en tête, et c'est ça que je vous demande de garder en tête, qu'elle nous sert de modèle pour d'autres périodes critiques en relation avec les maladies qui nous préoccupent, mais qui ne sont pas véritablement présentes dans les espèces étudiées au laboratoire. Donc c'est de nouveau un renvoi à la pertinence des modèles animaux dont on a beaucoup discuté l'année dernière, voire des modèles cellulaires, demain chez Rusty Gage, des maladies psychiatriques, discussion qu'on a eue donc en 2011, et que j'ai brièvement rappelé la semaine dernière. Donc les découvertes de Hubel et Wiesel, avec lesquelles j'ai ouvert cette séance, ont posé le décor des études sur le cortex, tout particulièrement le développement et la plasticité du cortex visuel depuis maintenant une cinquantaine d'années. Donc deux aspects de leur travail ont semblé cruciaux aux commentateurs et aux spécialistes. Premièrement, ils ont isolé des réponses qui sont purement corticales, dont ils ont donné les caractéristiques et qui permettent de distinguer les changements au niveau entre les changements qui se mettent en place au cours du développement du cortex et des changements plus généraux
qui ne seraient produits à des stades plus précoces du développement cérébral. C'est-à-dire qu'en fait, leur affaire, elle est cortico-corticale d'une certaine façon. Et ça, c'est tellement intéressant, parce que ce n'est pas le vrai pour toutes les modalités sensorielles. Donc, j'y reviendrai parce que je remettrai un tout petit peu en cause, à la lumière de travaux plus récents, l'idée que c'est une affaire purement cortico-corticale. Donc, mais bon, pour l'instant, on peut marcher comme ça. Le développement de la vision binoculaire est une affaire purement cortico-corticale. Et puis après, on dira le contraire. Vous avez l'habitude avec moi. Donc, deuxièmement, dans leurs travaux sur les propriétés des neurones corticaux, ils ont toujours fait intervenir, au niveau des interprétations, des hypothèses portant sur leur insertion dans un réseau neuronal. On ne regarde jamais un neurone isolé. Donc, c'est toujours un réseau de neurones. Et ça, c'est intéressant, comme ce n'était pas évident à penser. C'est-à-dire que ce qui regarde, c'est toujours une activité d'une population cellulaire. Enfin, ce qui est intéressant de façon plus générale, c'est que tous leurs travaux se placent dans un contexte d'étude de pensée des pathologies. Donc, dans leur expérience initiale, ils ont essayé de stimuler les cellules dans le cortex visuel primaire par des spots lumineux, comme ça, appliqués sur la rétine, bien sûr. Donc, on met un spot lumineux sur la rétine et puis on essaye de voir ce qui se passe. On peut en fait, il ne se passe rien. Ça n'a pas d'effet général sur les cellules dans le cortex visuel primaire. Alors, intrigués, ils ont fini par observer que les neurones de V1 répondent à des bandes lumineuses ou à des frontières noires-lumière avec une certaine orientation, une orientation spécifique. Donc, ça, Ils ont aussi remarqué que la plupart des neurones dans le cortex visuel primaire, chez le chat, voilà le chat ici, sont binoculaires, sauf pour la couche 4. Donc ça, vous pouvez le voir peut-être un petit peu mieux ici. C'est-à-dire que vous voyez ici que dans la couche 4, vous avez essentiellement soit du vert, soit du rouge. Bon, c'est pas qu'il n'y a pas un peu de jaune, mais vous voyez que quand on s'éloigne de la couche 4, on a plus d'orange et de jaune qui est un mélange de vert et de rouge. C'est-à-dire que ça veut dire que vous êtes dans des zones où il y a plus de binoculaires, et là, vous êtes plutôt dans l'alternance de ces colonnes vertes et rouges, d'accord ? C'est-à-dire contralatérale et ipsilatérale. Donc, chaque neurone répond de façon préférentielle à une orientation. Vous voyez que les barres là ne sont pas orientées de la même façon. Donc, c'est ainsi qu'ils ont orienté ce concept de dominance oculaire. Et remarquez donc que chez la souris, à droite, c'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est le bordel, mais c'est le désordre. C'est-à-dire que vous voyez qu'il n'y a pas du tout d'organisation aussi belle que chez le chat, ou que vous verriez chez le singe en particulier. Et là, tout le monde répond un tout petit peu de travers, mais il reste que vous avez des neurones qui sont soit purement rouges, purement verts, et puis des neurones qui répondent aux deux yeux, ceux qui sont orange ou vaguement jaunes, mais dans un désordre, un joyeux désordre dans le cortex. Donc tout est mélangé, peut-être pas sur le plan physiologique, mais tout est mélangé sur le plan anatomique dans le cortex de la souris. Ce qui rend la souris un animal un peu plus compliqué, bien entendu, quand on s'intéresse à ces questions. En même temps, la souris a d'énormes avantages à cause évidemment de la génétique, et vous verrez qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus dans la souris. Enfin, pour en revenir encore un peu au chat, Hubel et Wiesel ont bien observé que les cellules voisines qui en V1 ont les mêmes préférences d'orientation et les mêmes caractéristiques de dominance oculaire sont organisées en colonnes qui s'étendent à travers tout le cortex. Donc c'est une architecture fonctionnelle du cortex visuel. Donc ces caractéristiques sont purement corticales. Elles ne se retrouvent ni au niveau de la rétine, ni au niveau du thalamus dorsal. Bon, c'est un avantage parce que cela permet de poser des questions sur la plasticité corticale pure. Les autres aires sensorielles du cortex, comme je vous le disais, ne montrent pas de telles distinctions entre les caractérisations corticales et sous-corticales. Donc, cette distinction claire est le seul fait, aujourd'hui, du système visuel. Et donc, je crois qu'il faut être prudent. Bien entendu, c'est pas... Parce que vous avez forcément, si vous voulez, vous avez forcément des interactions et des boucles thalamo-corticales. Donc,
dire que c'est purement cortical, c'est faire, si vous voulez, l'économie de ce qui se passe entre le thalamus et le cortex dans les deux sens, puisque le thalamus projette sur le cortex et le cortex projette sur le thalamus. Donc, je ne pense pas que je développerai énormément ces questions-là, mais quand on dit c'est purement cortical, il y a un bémol. Je prendrai juste un exemple pour montrer que ce n'est pas entièrement le cas. Donc, par exemple, dans le cas des vibrisses, si vous revenez aux questions des vibrisses, vous voyez que si ici je fais cette ablation à ce niveau-là, j'aurai l'ablation au niveau des ganglions trigéminaux, cérébral, et aussi au niveau du thalamus. Donc, j'ai changé tous mes homonculus de haut jusqu'en bas. Voilà, donc, oui. Bon, l'existence de cette plasticité corticale se discute évidemment dans le cadre de l'apprentissage ou de la récupération à la suite d'un trauma aussi, chez l'adulte. Mais même à ce niveau, la connaissance de l'organisation anatomique et fonctionnelle du cortex est nécessaire et l'approche de Hubel et Wiesel, qui ont replacé cette question dans un cadre développemental, représente vraiment une innovation à l'époque. Quand on vient de parcourir cette conférence Nobel, et c'est vraiment à partir de la cataracte congénitale que l'approche expérimentale sur le chat et les situations de l'œil à différentes périodes de développement et pour différentes durées ont été mises en place. Donc, il y a donc des mécanismes qui sont des mécanismes développementaux d'organisation de la circuiterie cérébrale, et ces mécanismes peuvent être manipulés de telle sorte que le résultat est normal ou n'est pas normal sur le plan anatomique et physiologique. Donc, d'autres travaux ont évidemment été faits chez la souris, je viens à la souris, qui est devenue depuis 1980 essentiellement, on travaille énormément chez la souris, qui est devenue un modèle très important du fait, je vous le disais tout de suite, des approches génétiques que la souris permet. Donc il existe de nombreuses similarités et aussi des différences, vous l'avez vu, entre l'organisation du système visuel des souris et celui des carnivores et des primates. Donc parmi ces différences, il y en a une que je viens de vous dire, c'est cette organisation, c'est plutôt cette désorganisation qu'on note chez la souris, et la dominance oculaire est marquée au niveau cellulaire sans organisation générale. Donc, il y a aussi un autre problème chez la souris, et ça, c'est que le rouge domine. Ce n'est pas un problème politique, mais le rouge domine parce que le contralatéral domine. Les chats, comme les hiboux, comme les ours, comme tous les animaux qu'on aime, en fait, ont des yeux, j'allais dire en face des trous, mais ils vous regardent comme ça. Les souris, elles vous regardent comme ça, et les oiseaux, ils vous regardent comme ça. Donc, les oiseaux n'ont pas de vision binoculaire, et les souris, une vision binoculaire réduite parce qu'elles ont les yeux légèrement sur les côtés. Donc, il n'y a qu'une partie qui est binoculaire. Et de ce fait, le cortex binoculaire de la souris est assez petit. Donc, quand on travaille sur le cortex binoculaire chez la souris, il y a des désavantages, il y a des avantages aussi qui sont essentiellement liés à la génétique, comme je vous le disais. Donc, il reste que les règles générales de plasticité sont conservées entre les souris et les primates et tous les carnivores. Donc, avant d'entrer plus avant, je vais vous rappeler, pour ceux d'entre vous qui sont les fidèles, que le guidage des axones, parce que bon, derrière tout ça, il y a des processus cellulaires dans la mise en place de ces réseaux, dont dépendent les topologies, eh bien, repose pour une grande part sur l'expression de gènes qui permettent aux axones de s'orienter pendant leur voyage. Donc, vous voyez, je suis ici, par exemple ici, je dois aller ici, par exemple ici. Bon, il y a du chemin, quoi. Et donc, il y a des molécules de guidage qui permettent au cône de croissance de trouver son chemin dans ce labyrinthe. Vous avez ici la très jolie image de Ramanikaral, où vous voyez l'œil qui projette ici sur le thalamus, du thalamus au cortex. Vous avez des connexions cortico-corticales ici, et puis vous avez les projections
au niveau du toit optique, le tectum, le colliculus supérieur chez les mammifères, le tectum chez les oiseaux. Puis vous avez évidemment le contrôle de l'œil par des neurones moteurs. Donc c'est important que ces constructions se fassent bien, parce que non, c'est un aspect fonctionnel. C'est-à-dire que si ça vous démange le genou, il faut mieux se gratter le genou que la tête, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut que l'homonculus sensoriel réponde que le moteur et le sensoriel se parlent. Donc ça, c'est une question importante. Et c'est pareil pour la rétine, c'est-à-dire que le champ visuel que sur la rétine doit monter au centre supérieur en gardant l'organisation de ce qu'il voit là, parce que sinon on ne verrait pas, bien entendu. Donc les maintiens de ces topologies sont des choses extraordinairement importantes dans la construction des systèmes, et donc ces molécules qui sont impliquées dans le guidage jouent ce rôle. Il n'y a pas que ces molécules qui sont impliquées dans le guidage, il y a aussi l'activité spontanée du système qui est impliquée dans le guidage. Si vous supprimez l'activité spontanée de vos neurones, eh bien, vous allez supprimer aussi une certaine précision dans la construction des cartes au niveau du cortex, au niveau des centres supérieurs. Donc, par exemple, les récepteurs cholinergiques interviennent dans cette activité spontanée, les récepteurs cholinergiques nicotiniques en l'occurrence. Donc, il faut tout. Il faut à la fois les molécules qui tracent les chemins. Il faut que les cônes de croissance reconnaissent évidemment les molécules qui tracent les chemins, et en même temps, il faut une certaine forme d'activité physiologique, dont on ne sait pas très bien d'ailleurs à quoi elle sert, pour rien vous cacher. Donc, dans cette construction, donc, vous avez plusieurs périodes. La première période, c'est ce qu'on appelle la rétinotopie, ce que je disais, c'est-à-dire que, par exemple, l'axe naso-temporal de la rétine est bien projeté sur l'axe postérieur-antérieur du toit optique, donc pour que les cartes montent correctement. Donc ça, on appelle ça la rétinotopie. Elle se fait au niveau du toit optique, mais aussi au niveau du thalamus et au niveau du cortex. Elle est initiée avant l'ouverture des yeux. Et la stimulation des neurones ganglionnaires par les photorécepteurs cônes et bâtonnets que vous connaissez bien. Donc les connexions axonales entre le thalamus et le cortex, la couche 4 de V1, sont donc le résultat de facteurs, on dira, intrinsèques, on peut même dire de facteurs génétiques, et de l'activité neuronale spontanée. Par exemple, là, ce que vous avez fait ici, c'est que vous faites un marquage rétrograde, c'est-à-dire que vous faites un petit point, un petit die rouge dans le cortex visuel, un petit die vert dans le cortex visuel, et si vous regardez au niveau du thalamus, vous voyez que vous avez une conservation, d'une certaine façon, du trajet. C'est-à-dire que là, vous faites le colorant passe le long des fibres nerveuses, va vers le corps cellulaire, et vous voyez que vous avez une conservation. Si ici, vous avez muté deux molécules de guidage, l'éphrine A2 et l'éphrine A5, et le récepteur nicotinique cholinergique bêta-2, si on n'a plus d'activité nerveuse, vous avez, c'est la pagaille, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que vos axones n'ont pas été capables de suivre les voies correctes pour maintenir cette rétinotopie, c'est-à-dire que le rouge et le vert sont séparés aux deux étages de votre système nerveux. Donc, vous avez les mutants simples, les mutants doubles. Si vous gardez bêta-2, ou si vous gardez A5, ou si vous gardez A2, ce n'est pas parfait, mais il y a encore une certaine forme de rétinotopie. Je ne vous ai pas donné les images. Mais il faut vraiment supprimer les trois pour perdre l'essentiel de cette conservation entre les différents niveaux. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de systèmes, si vous voulez, qui participent à la construction du système nerveux. Enfin, je pense là au système visuel. Ensuite, vous avez une deuxième étape qui est l'étape de sélectivité d'orientation et de dominance oculaire qui se met à place au moment où les yeux s'ouvrent. Et en fait, l'expérience visuelle n'est pas tout à fait nécessaire à cette étape. L'activité spontanée semble y suffire. C'est un point qui est d'ailleurs assez controversé. C'est seulement au cours de la troisième étape que la sélectivité se raffine, qui permet de faire correspondre les deux yeux. C'est le matching binoculaire. Et cette troisième étape est assez bien illustrée ici. Vous voyez que, au départ, vous n'avez pas
de matching entre vos deux orientations. Hein, et puis ensuite, vous avez votre période critique. Et après la période critique, si vos deux yeux sont ouverts, eh bien, vous avez maintenant les deux orientations qui matchent au niveau cortical. Si vous faites une déprivation monoculaire, eh bien, vous perdez cet ajustement. Et si vous faites quelque chose après la période critique, il ne se passe rien du tout. Donc, c'est toujours la même histoire. Ce sont différentes périodes du développement qui mettent en place la construction et l'analyse du système nerveux, et ça chez la souris comme chez le chat, comme chez le singe, comme chez tout le monde, hein, à condition d'avoir une vision binoculaire, bien entendu, si on s'intéresse à la vision binoculaire. Donc, voilà, quoi. En gros, l'expérience visuelle, si vous voulez, est donc nécessaire au maintien, mais pas à la mise en place de la sélectivité d'orientation. Donc, pour ce qui est des mécanismes de cette plasticité corticale, parce que, évidemment, si on veut réparer, l'idée, c'est quand même que si cette plasticité corticale elle a à voir avec les maladies qui nous intéressent, évidemment, on a envie de se dire, si on va comprendre, on pourra peut-être réparer quelque chose. Bon, c'est une ambition un peu forte, mais il faut y penser quand même. Donc, ces mécanismes de la plasticité cérébrale ont été étudiés principalement chez la souris, et ils reposent essentiellement, et pour une très grande part, sur les systèmes inhibiteurs. Hein, donc ça, on en a parlé pas mal, mais je vais revenir vous embêter avec ces inhibiteurs assez longuement. Donc, d'une part, il faut un certain niveau de GABA, qui est le grand neuromédiateur de l'inhibition, comme vous le savez. C'est le principal neuromédiateur inhibiteur. La glycine aussi est inhibitrice, mais le GABA, c'est quasiment 80% de nos neuromédiateurs. Hein. Et de l'autre, il faut un certain niveau de GABA. Donc, vous voyez ici, vous avez pas mal de neurones qui synthétisent le GABA, donc il faut pas mal de GABA. Et de l'autre, il faut aussi, pour ouvrir la période critique, dans ce visuel, il faut le récepteur GABAergique alpha 1 qui est exprimé à la surface des neurones pyramidaux. Donc ça, c'est un truc important et j'y reviendrai parce que c'est quelque chose qui a à voir avec la mise en place et le maintien des oscillations dans le système nerveux. Enfin, tous les facteurs qui ouvrent la période critique, c'est-à-dire la période de plasticité au cours du développement, augmentent en fait la maturation des circuits inhibiteurs. Essentiellement, c'est ça qui se passe au moment de la période critique. Vous ouvrez la période d'inhibition. Et si on empêche ça, on n'ouvre pas. Et par ailleurs, tous les traitements ou les accidents qui vont augmenter plus tôt que prévu l'inhibition corticale vont ouvrir de façon anticipée la période critique. Et ce n'est pas toujours bon d'ouvrir la période critique de façon anticipée. Donc, pour en rester au développement normal, je vous dirais que plusieurs facteurs moléculaires régulent l'ouverture de la période critique et la maturation des neurones inhibiteurs en V1. Alors, il y en a pas mal. Il y en a un qui est très connu qui s'appelle le Brain Derived Neurotrophic Factor, le BDNF. Il y a un qui s'appelle OTX2, il y en a un qui s'appelle IGF1, et la cible privilégiée dont la maturation est stimulée, ce sont les neurones GABAergiques qui expriment la parvalbumine, des neurones qui sont des neurones donc, à des charges rapides, c'est-à-dire ces neurones-là que j'ai mis ici en rouge. Donc ça, c'est la structure du circuit. C'est un circuit qu'on retrouve pratiquement dans toutes les régions du cortex. Là, je vous l'avais pour le système visuel. Vous avez donc la rétine qui projette sur le thalamus dorsal et le gène, qui projette sur le cortex visuel, en particulier sur la zone binoculaire ici. Mais ce type de circuit local, vous allez le trouver pratiquement dans l'ensemble du cortex, pour le traitement de toutes les informations sensorielles corticales. Donc, si on se concentre juste sur ce circuit, on constate que les cellules pyramidales, donc les cellules qui envoient l'information à l'extérieur du cortex, qui sont des cellules glutamatergiques, donc excitatrices, les cellules pyramidales, sont contactées par un grand nombre de neurones inhibiteurs qui les entourent. C'est comme s'il fallait contrôler ce truc pour que ça ne décharge pas trop rapidement. Et il y a trois catégories de neurones inhibiteurs qui sont particulièrement intéressants. Les cellules chandeliers à parvalbumine, que vous voyez ici, les larges baskets CCK
et les larges baskets par valbumine. Et pourquoi elles sont particulièrement intéressantes comparées à ces cellules-là ou à ces cellules-là? C'est parce que vous voyez que ces cellules-là synapsent essentiellement sur des dendrites. Hein. C'est-à-dire que quand elles vont inhiber de façon extrêmement locale, elles ne vont pas inhiber toute l'activité du neurone. Mais ces petits-là, ils synapsent au niveau du corps cellulaire, ou même, pour ce qui est des cellules chandeliers, dans le segment initial de l'axone. C'est-à-dire que quand elles vont envoyer une inhibition, elles vont inhiber toute la sortie. C'est-à-dire qu'elles vont inhiber tout ce qui a été intégré au niveau du corps cellulaire comme information. Si vous inhibez ici, vous continuerez à faire des spikes. Mais si vous inhibez là ou suffisamment au niveau du corps cellulaire, vous allez bloquer vos sorties excitatrices. Donc c'est pour ça que ces neurones sont très importants, dans l'idée qu'évidemment il y a des alternances d'inhibition, d'excitation, d'inhibition, d'excitation qui déterminent ce qu'on appelle les oscillations corticales. Donc ces cellules sont évidemment importantes et de nouveau je vous demande de remarquer que les récepteurs GABAergiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous voyez qu'ici, vous avez une sous-unité, ce sont des récepteurs à plusieurs sous-unités, comme vous le verrez tout à l'heure, mais qu'ici, par exemple, ces neurones par valbumine vont aller libérer du GABA qui va stimuler un récepteur GABAergique dans lequel la sous-unité alpha est de type alpha 1. Et là, la sous-unité alpha du récepteur GABAergique est de type alpha 2, et là aussi. Et ce n'est pas tout à fait la même chose, pour des raisons de cinétique, de relaxation de l'inhibition. Hein. Donc dans ce cas-là, on a une relaxation beaucoup plus rapide de l'inhibition et donc des oscillations qui sont plus rapides, comme vous le verrez dans un moment, enfin dans quelques jours, je pense. Donc c'est donc un point important que la composition en sous-unités de ces récepteurs GABAergiques, et comme je viens de vous le dire, je reviendrai là-dessus dans un des cours prochains. Donc je voudrais maintenant m'attarder un peu sur les étapes de l'ouverture puis de la fermeture de la période critique. Donc les techniques d'imagerie optique, mais aussi les enregistrements intracérébraux, qui mesurent ce qu'on appelle les potentiels évoqués par la vision, ou VEPS, permettent de suivre l'évolution de la réponse visuelle au cours d'une tâche. Donc, comme vous savez, l'imagerie optique repose sur le suivi de la consommation d'oxygène et de l'augmentation du flux sanguin qui accompagne l'activité nerveuse. Alors vous voyez, c'est assez joli, par exemple, vous voyez ici les vaisseaux. Hein. Ici, vous avez la réponse à l'œil gauche. Hein. Ici, vous avez la réponse à l'œil droit, et vous voyez que ce n'est pas les mêmes régions, hein, ça c'est 500 microns en gros, ce n'est pas les mêmes régions qui sont activées par l'œil droit et par l'œil gauche. Donc c'est un gros avantage, ces techniques-là, parce qu'elles ont l'avantage, justement, contrairement aux enregistrements directs dans le cortex, d'être non invasives. Bon, elles demandent la plupart du temps une anesthésie, donc ça c'est un des désavantages. Les mesures de potentiel évoquées par le système visuel permettent de mesurer en plus l'acuité visuelle, ce qui ça est aussi un gros avantage, et vous verrez ça plus tard dans le cours. Mais aucune technologie ne permet de mesurer la sélectivité de réponse d'un seul neurone aujourd'hui, sauf si je me trompe, et je pense que quelqu'un me le dira. On peut se tromper, mais je ne crois pas. Enfin, donc la plasticité normale pendant la période critique, c'est-à-dire entre P20 et P40, peut être séparée en différentes phases. Hein, donc vous allez voir ici, une phase hébienne, une phase homéostatique et hébienne, une phase neurotrophique. Et si vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit, c'est-à-dire que ce sont des phases qui correspondent à des mécanismes tout à fait distincts de plasticité. Hein. Donc chez la souris, dans les 2 ou 3 premiers jours, si je ferme un œil, hein, voilà, j'observe une très très forte baisse de l'activité de l'œil déprivé, hein, mais l'autre œil il reste normal, il ne lui arrive rien du tout. Donc ça, c'est simplement une réponse qui est liée au fond au fait que j'ai fermé cet œil, quoi. Mais l'autre n'a pas encore réagi, pour l'instant en tout cas. Et ensuite, donc c'est en fait soit vous allez voir une baisse d'activité de ma synapse, c'est-à-dire qu'elle est moins efficace quand elle reçoit des innervations, soit déjà une modification morphologique. On va voir ça tout de suite. Et puis ensuite,
ce qui se passe, c'est que ça remonte. Donc l'œil récupère, mais l'œil resté ouvert récupère beaucoup plus vite. Donc en fait, là, j'ai une période de plasticité qui est complètement différente, c'est-à-dire que je continue à avoir une différence qui s'accroît entre cet œil-là et cet œil-là, mais c'est lié au fait que celui-là maintenant monte extraordinairement vite et que celui-là récupère un tout petit peu, bien entendu. Bon, si je rouvre l'œil, je suis encore dans la période critique, alors tout le monde récupère et ça revient à la normale en quelques jours, 2-3 jours. Donc le système, vous voyez, il est plastique, mais toutes les étapes ne correspondent pas forcément au même mécanisme. Donc par exemple, le premier, on pense que c'est plutôt quelque chose du genre LTD, c'est-à-dire un truc dans ce genre-là, c'est-à-dire que j'ai toujours mes épines dendritiques qui sont là, mais ce type-là qui a été déafférenté, contralatéral, vous voyez que même si la forme de mon épine dendritique est toujours la même, eh bien j'ai moins de récepteurs. Donc ça, c'est quelque chose du genre, ce qu'on appelle dépression à long terme. Donc on peut aussi avoir quelque chose qui est de l'ordre de l'élagage. L'élagage, ça veut dire que d'un coup, elle rétrécit, puis voir, elle va disparaître. Donc les deux choses peuvent exister. On peut aussi avoir une diminution du nombre de récepteurs, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle une dépression, c'est-à-dire que l'épine est toujours là, mais que ça va entraîner un élagage. Peut-être que quand je suis plus stimulé, je ne vais plus avoir de système trophique suffisamment important. Et puis vous pouvez avoir les deux séparément, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une épine qui reste mais qui va être beaucoup moins active, et puis une perte d'une épine dendritique. Donc ce sont les trois phases dont je vous ai parlé, obéissent à des mécanismes distincts, et pour la deuxième phase, on ne sait pas très bien ce qui se passe, à vrai dire, mais il existe des mutants, par exemple un mutant lequel on a retiré le récepteur au TNF, qui est une cytokine, chez qui on a toujours la première phase, mais on a perdu la deuxième. Donc ça veut dire que c'est séparable sur le plan génétique. Donc prématuré de s'avancer sur un mécanisme, aujourd'hui je pense. Et la troisième phase, qui est la phase de récupération, après rouverture de l'œil, dépend de mécanismes ce qu'on appelle neurotrophiques. Donc par exemple les inhibiteurs de TrkB, qui est le récepteur à un facteur de croissance qu'on appelle le BDNF, n'a pas d'effet sur les stades 1 et 2, mais bloque complètement la récupération des yeux au stade 3. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, ce sont trois mécanismes qui sont distincts, et pour lesquels on peut penser que les mécanismes sont différents. Là, c'est neurotrophique, c'est dépendant du BDNF. Là, c'est essentiellement LTD, et là, on peut penser que c'est les deux. Mais les effets, ou plutôt les phases, sont séparables sur le plan moléculaire. Donc, pour ce qui est de sa fermeture, la fermeture de la période critique pour la dominance oculaire, la fermeture, je vous dis, elle est fermée à P40. Enfin, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vraiment fermé à P40. Ça diminue progressivement à partir de P40 et ça devient nul chez la souris vers 110, c'est-à-dire 4 mois chez une souris. Une souris de 4 mois, c'est une bonne souris. Bon. Cette plasticité adulte, celle qu'on observe entre P60 et P90, c'est-à-dire la période critique, normalement, ça s'arrête à P40, adulte, c'est quand même assez tard, entre P60 et P90, diffère de celle qui est observée au cours de la période critique. Ce n'est pas la même chose. D'abord, il faut fermer l'œil beaucoup plus longtemps pour observer un début de shift de dominance oculaire. Donc c'est beaucoup plus lent, ça prend plus de temps. Et ensuite, c'est un chiffre qui ne correspond pas à une baisse d'activité de l'œil fermé, mais une augmentation de l'activité de l'œil resté ouvert. Donc l'efficacité de l'œil ouvert augmente, mais la baisse de l'œil fermé, elle est très très faible au niveau cortical en tout cas. Donc ce n'est pas du tout, vous voyez, le même genre de mécanisme. Et ensuite, la réouverture ne se fait que si on ferme l'œil contralatéral, l'épalepsie. Donc il y a des différences qui sont nettes entre la plasticité au cours du développement et la plasticité chez l'adulte. Et si notre idée, évidemment, c'est de réintroduire de la plasticité chez l'adulte, parce que c'est quand même vers ça que se dirige le cours cette année, c'est-à-dire comment est-ce que je prends un vieux cerveau et le rendre jeune, ça nous intéresse tous ici, presque, par les genoux qu'il y a dans la salle, mais bon, ils pensent, ils sont genoux par comparaison, mais en fait, il ne faut pas qu'ils se fassent d'illusions. Donc, si c'est ça notre but, eh bien, évidemment, il faut comprendre, quand on travaille sur la mise en place du système,
qu'est-ce qu'il y a de différent entre réguler une plasticité dans une période qui est une période de plasticité maximum et rouvrir une plasticité dans une période où la plasticité est normalement fermée, hein. Donc, pour ce qui est de la fermeture de la plasticité, qui se passe vers P40 chez la souris, de nouveau, les mécanismes ne sont pas très bien compris. Je suis désolé, c'est comme ça, quoi. Donc, mais elles sont quand même de mieux en mieux compris, je dirais. C'est-à-dire qu'on commence à avoir quelques idées sur ces questions, et évidemment, je vous en parlerai dans les cours qui suivent. Il semble cependant que réduire l'inhibition GABAergique chez l'adulte, ça c'est la bonne nouvelle, contribue à rouvrir une période de plasticité chez l'adulte. Donc il y a quand même quelque chose qui a à voir avec l'inhibition corticale, y compris chez l'adulte. Mais si on dit ça, il ne faut surtout pas oublier qu'il n'y a pas que le GABA dans la vie, même si c'est très important. Il y a d'autres neuromédiateurs dont le rôle, dont la réduction de la transmission peut contribuer à fermer ou à rouvrir une période de plasticité. Par exemple, si vous retirez lynx, ça s'écrit comme un lynx, qui est en fait une sorte de toxine, toxine protéique, et je vous en parlerai plus tard, qui réduit la transmission cholinergique chez l'adulte, ça augmente la plasticité. C'est-à-dire que si vous réduisez la transmission nicotinique cholinergique chez l'adulte, vous augmentez la plasticité. D'accord ? C'est un effet qui a à voir quand même avec l'inhibition, parce que cette augmentation de la plasticité, vous pouvez la réduire, la réverser, soit par des antagonistes des récepteurs cholinergiques nicotiniques, ça c'est normal, puisque vous augmentez, excusez-moi, quand vous coupez lynx, vous augmentez l'activité nicotinique, mais si vous mettez un antagoniste nicotinique, vous revenez à une perte de plasticité, et vous perdez aussi la plasticité si vous mettez une benzodiazépine, les benzodiazépines étant des molécules qui stimulent les récepteurs GABAergiques. Hein, donc vous augmentez artificiellement l'inhibition. Hein. Il y a une autre façon aussi, c'est de traiter à la fluoxétine, hein, le Prozac. Si vous traitez une adulte au Prozac, vous augmentez la concentration extracellulaire de sérotonine et de noradrénaline, puisque le Prozac est un inhibiteur de la recapture de ces neuromédiateurs. Et quand vous faites ça, vous rouvrez aussi une certaine plasticité chez l'adulte. Hein. Donc, et cet effet lui-même est contré par le diazépam, donc une benzodiazépine, qui mime un effet inhibiteur. Donc ça a quand même à voir toujours avec l'inhibition, mais il y a différentes façons, si vous voulez, de réduire cette inhibition. Et ça ne passe pas toujours directement par une attaque des systèmes GABAergiques. Donc, cette question extraordinairement importante, bien entendu, de la réactivation de la plasticité sera au cœur de la prochaine leçon, et de plusieurs leçons d'ailleurs. Donc, avant d'en arriver à cette affaire, je vais développer un point qui concerne, au cours de la mise en place des réseaux, des périodes critiques, la possibilité d'une plasticité thalamo-corticale, hein, et non uniquement corticale, comme dans tous les modèles dont je vous ai parlé. Hein. Donc pour ça, je vais m'appuyer sur un article publié par Coleman et collaborateurs. Et comme vous vous en souvenez, chez la souris, des spécialistes, le shift de dominance oculaire, pendant la période critique, atteint une valeur très importante dès le 3e jour. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dès le 3e jour, on a déjà un shift de dominance oculaire qui est lié à une perte, hein, de l'œil fermé, mais pas à un gain de l'œil resté ouvert. C'est après que l'œil resté ouvert fait un gain. Hein. Donc, ça, c'est évidemment cortico-cortical. Mais qu'est-ce qui se passe entre le thalamus et le cortex ? Eh bien, ce qu'ont fait ces auteurs, comme vous pouvez voir ici, c'est qu'ils peuvent injecter un marqueur fluorescent dans le thalamus, et on peut voir les prolongations, les terminaisons de ce neurone ici au niveau thalamique. Et vous voyez ici que dans la couche 4, là où arrivent les fibres thalamo-corticales, on peut très bien suivre ce qui se passe. Et puis, vous pouvez aussi utiliser un anticorps contre une protéine qui s'appelle VGLUT2, qui est un canal au glutamate, et en fait, qui est porté par les terminaisons de ces cellules-là. Donc, ce n'est pas très joli ce que je montre là, mais ce n'est pas très grave, d'accord.
Et si vous regardez ici les terminaisons de vos neurones thalamo-corticaux dans la couche 4, vous voyez partout où c'est orange, c'est parce que vous avez une colocalisation entre vos fibres thalamiques et l'expression de ce récepteur, de ce canal, ce qui veut dire que ce canal est porté, là où c'est jaune bien entendu, est porté par ces fibres qui arrivent du thalamus. Si vous faites la même chose avec les terminaisons intracorticales, maintenant vous mettez votre die dans le cortex, vous regardez ce qu'il y a, vous voyez que vous n'avez aucune colocalisation avec V-GLUT, ce qui veut dire qu'en suivant V-GLUT, au niveau des couches 4 du cortex, vous suivez spécifiquement les terminaisons thalamo-corticales. Bon. Donc on peut faire ça, hein, bien sûr on peut le faire, et on peut aussi regarder ce qui se passe quand on fait une déprivation monoculaire chez ces bestioles, qui sont des souris en l'occurrence ici. Hein. Et donc quand on fait ça, on peut faire maintenant de la microscopie électronique en utilisant l'anticorps anti-V-GLUT, c'est-à-dire que maintenant on va regarder vraiment ce qui se passe, hein, ce n'est pas uniquement de la fluorescence, on va regarder où sont les terminaisons. Là, vous voyez un œil normal, et vous pouvez retracer ici toutes vos terminaisons, elles sont en vert, là. Hein. Et puis là, vous avez un œil, 3 jours, seulement 3 jours, après la fermeture de l'œil. Et au bout de 3 jours, vous voyez qu'au niveau anatomique, et là, thalamo-cortical, il ne s'agit plus de cortico-cortical, vous avez une baisse de la représentation de fibres thalamo-corticales. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins de vert, et en plus, les plages sont plus petites. Et ça peut se quantifier. Donc, ça veut dire qu'il y a une plasticité, contrairement à ce qu'on pensait, il y a effectivement une plasticité thalamo-corticale. Mais au bout de 7 jours, on ne le voit plus. D'ailleurs, au bout de 7 jours, si vous faites la même chose, c'est terminé. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que, voilà, c'était comme ça. Au bout de 3 jours, vous avez perdu les terminaisons venant de l'œil de l'œil contralatéral, via évidemment le thalamus. Hein. Mais au bout de 7 jours, l'autre a repris. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas distinguer les V-GLUT d'un œil des V-GLUT de l'autre. Ça serait trop. Donc en fait, vous vous retrouvez dans cette situation qui est exactement celle-là, c'est-à-dire que là, il y a une différence au niveau de terminaison thalamo-corticale, mais que vous n'allez plus la voir parce que maintenant, ceux-là ont grandi et ont rempli la place des autres. Donc en fait, c'est quelque chose d'extrêmement rapide qui se passe pendant 3 jours au niveau entre thalamus et cortex, mais en fait, vous avez effectivement perdu, là, même si l'autre œil a repris le dessus, il vous manque des afférences thalamocorticales correspondant à l'œil qui a été fermé. Donc la plasticité à ce niveau-là n'est pas, si on en croit ces auteurs, et contrairement à ce qui a été dit très très souvent sur cette question, purement une affaire de cortex. Donc, je dis ça pour simplement remettre un petit peu en question cette histoire de cortico-cortical, parce que bon, c'est quelque chose qui traîne énormément dans la littérature, pour rien vous cacher, et bon, ça vaut le coup de dire que ce n'est peut-être pas entièrement cachère. Donc, maintenant, avant de vous proposer... donc, ça veut dire aussi, si vous voulez, que les modifications qu'on voit proviennent aussi de modifications morphologiques thalamocorticales et pas uniquement de modifications d'efficacité synaptique. Ça ne veut pas dire que les deux ne marchent pas ensemble. En général, les deux marchent ensemble. Mais là, on a vraiment la preuve, la microscopie électronique vous donne vraiment la preuve qu'on a une modification au niveau de la morphologie. Donc avant de vous proposer quelques molécules qui peuvent réguler l'ouverture et la durée de la période critique, j'aimerais revenir encore un petit peu sur cette affaire d'inhibition. Parce qu'en effet, depuis le début de ces cours, je vous raconte que la maturation des circuits inhibiteurs est essentielle à l'ouverture, puis à la fermeture, quand les neurones sont vraiment inhibiteurs, ils sont mûrs, c'est-à-dire que je commence à inhiber et j'ouvre, et puis je suis très inhibiteur, je referme la plasticité, c'est comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui. Et je vous l'ai dit, mais je ne vous ai jamais vraiment démontré. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Donc, je vais vous faire la démonstration. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous la faire, c'est un article très ancien, enfin très ancien, pour certains d'entre vous, de 1998, qu'on doit en fait à Takao Hench et à ses collègues, un article où les auteurs utilisent une souris qui est déficiente en GABA,
du fait de la délétion génétique d'une enzyme qu'on appelle la glutamate décarboxylase, qui est l'enzyme qui prend le glutamate et qui le décarboxyle et qui fait du GABA. Voilà. C'est comme ça qu'on fait du GABA. On prend du glutamate, on fait du GABA. Et en fait, il existe deux glutamates décarboxylases. Il y en a une de 67 kilodalton, assez lourde, et une qui est lourde aussi, mais elle fait 65 kilodalton seulement, elle est plus petite, quoi. Donc, ça, c'est des poids moléculaires, 65 000, 67 000. Et la 67 000 est présente dans le corps cellulaire et les dendrites. Elle est responsable de l'essentiel du GABA qu'il y a dans le cortex. Quand on retire cette enzyme par ablation génétique, eh bien, on perd 90% du GABA cortical et la souris meurt à la naissance. Ne peut pas survivre à une baisse d'inhibition à ce point. Donc la GAD65, elle, qui est l'autre, qui est l'enzyme qui est plus petite, de peu, mais bon, un peu plus petite, mais c'est un autre gène surtout, est présente précisément dans les terminaisons synaptiques. C'est-à-dire qu'elle est dans les terminaisons des axones et donc elle est bien placée, si vous voulez, pour répondre à une activité locale. C'est-à-dire que si je stimule, je libère du GABA, mais j'en synthétise très vite sur place et à ce moment-là, la GAD65, elle est vraiment intéressante pour ça. Donc, bon, c'est une explication un peu ad hoc, mais bon, on va la prendre comme hypothèse déjà. Mais c'est à partir de cette hypothèse que GAD65 était une enzyme dynamique, si vous voulez, qui répond à la dynamique du système nerveux, que les auteurs se sont amusés à déléter cette enzyme, en disant qu'on allait peut-être voir quelque chose. Et effectivement, on a vu quelque chose. Donc, GAD65 a été délété du génome, et quand on fait ça, bon, la souris se développe à peu près normalement, elle n'a pas de gros problèmes. Mais on peut voir aussi que, vous voyez, ça c'est en blanc, c'est la souris normale, en noir, c'est la souris qui n'a plus GAD65, et ça, c'est les niveaux de GABA. Et vous voyez que, autant chez l'adulte, ça ne lui fait pas grand-chose, au fond, il n'y a pas une très grande différence, même pas du tout. Il y a une assez grande différence quand même chez l'adulte. Et dans différentes régions du cerveau, le bulbe olfactif, cortex frontal, cortex visuel, hippocampe, supercuticulus. Donc, c'est une enzyme qui a un rôle de synthèse de la molécule inhibitrice, GABA, essentiellement dans les périodes de développement de votre souris, qui est aussi la mienne. Donc, mais pour autant qu'on ne voit pas de grosses différences chez l'adulte, il reste que même chez l'adulte, quand je dépolarise mes cellules dans le cortex, je vois que quand j'ai retiré GAD65, j'ai beaucoup moins de libération. Donc, même chez l'adulte, c'est une enzyme qui est importante pour la réponse dynamique inhibitrice dans le cortex. Donc ça, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, nos collègues américains? Eh bien, ils ont commencé par regarder ce qui se passait au niveau de la dominance oculaire. Donc, alors, quand on fait une dominance oculaire, ça c'est une souris normale, sauf qu'elle n'a pas GAD65. Si on ne lui fait rien du tout, on voit qu'on a un shift. Donc là, j'ai fermé, là, c'est ouvert. Bon, j'ai mon shift. Mais, donc la souris se développe quand j'ai rien fait, elle est normale. Bon, maintenant, si je regarde ici, je ferme cet œil, eh bien, parce que quand je... Non, c'est parce que, excusez-moi, j'ai sauté une étape. Donc, ce qu'on fait dans cette bestiole, c'est qu'on peut infuser du diazépam, c'est-à-dire la benzodiazépine, pour mimer plus de GABA à la synapse, mais on peut s'arranger pour que ça n'arrive que d'un seul côté. C'est-à-dire que dans un côté du cortex, il n'y a pas de diazépam, dans l'autre côté, il y a du diazépam. Quand je mets du diazépam, qu'est-ce que je fais? Je stimule, même si j'ai peu de GABA, c'est comme si j'en avais beaucoup. D'accord? Vous avez ici, vous avez des sites, voilà le site GABA, et puis quelque part, vous avez un site de benzodiazépine qui est ici, voilà. Et quand j'occupe ce site, je stimule mon récepteur, même à des concentrations faibles de GABA.
savez, quand vous prenez des benzodiazépines, vous vous sentez un peu fatigué des fois le matin. Ben, c'est lié à ça. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est balancer des benzodiazépines uniquement d'un côté. Hein. Et puis, je prends ici ma souris, qui est KO, qui n'a pas son récepteur, son GAD65, et ce que je vois, c'est que je n'ai pas de shift. C'est-à-dire que ma souris n'a plus ouvert sa période critique. Normalement, en fermant là, je devrais répondre de ce côté-là. Elle ne répond pas de ce côté-là. Donc en fait, elle reste figée, c'est-à-dire que ma souris n'est pas capable d'ouvrir une période de plasticité parce qu'elle n'a pas GAD65. Hein. Si je regarde de l'autre côté, du côté qui n'a pas reçu le diazépam, c'est-à-dire qui n'a pas activé le récepteur GABAergique, c'est pareil. Donc ma souris n'est pas plastique, elle n'ouvre pas, elle n'est pas capable d'apprendre avec son cortex. Mais si maintenant je balance du diazépam de ce côté-là, maintenant j'ouvre la plasticité et j'ai le shift du côté de l'œil qui reste ouvert. C'est-à-dire qu'en augmentant les systèmes inhibiteurs, directement en tapant sur mon récepteur GABA, même ayant un peu de GABA, j'ai fait comme s'il y en avait beaucoup parce que j'ai stimulé avec le diazépam. Maintenant, j'ai rouvert une période de plasticité. Et ça, c'est quand même une assez jolie expérience parce que je crois qu'elle montre vraiment qu'il y a un rôle des systèmes inhibiteurs dans l'ouverture de la plasticité corticale. Je crois que c'est la première démonstration vraiment clean qui a été faite en 1998 par Takao et son équipe. Les premiers auteurs étaient, à l'époque, ils étaient chez Stryker. Alors à partir de là, bon, c'est astucieux, hein, peut-être avancer un petit peu là-dessus. Donc la réponse, donc maintenant on peut dire que ces expériences démontrent clairement que l'inhibition générée par la maturation de l'inhibition, hein, donc en fait est à la base, la maturation de l'inhibition est à la base de l'ouverture de la plasticité corticale. Maintenant, on doit évidemment se demander, c'est pas si simple, quels sont les neurones inhibiteurs, parce qu'il y en a plein de neurones inhibiteurs là-dedans, vous avez bien vu. Et le diazépam, il peut se fixer qu'on ait du alpha 1, du alpha 2, quelle que soit la sous-unité GABAergique qu'on peut avoir, d'origine alpha en tout cas. Et donc, quels sont les neurones qui sont impliqués? Et la réponse à la première question, celle de quels sont les types neuronaux, eh bien, ce sont les neurones par valbumine fast spiking, donc ceux dont je vous parle tout le temps, hein, ceux-là, hein, sont ceux-là parce que, en fait, il existe des toxines qui permettent de cibler directement cibler ces neurones spécifiquement, en particulier les canaux calciques de ces neurones. Et quand on exerce cette inhibition sur ces neurones, eh bien, à ce moment-là, je ne sais pas si j'ai l'image quelque part, non. Quand on exerce l'inhibition sur ces neurones, eh bien, on perd l'ouverture de la plasticité. Donc, ce sont ces neurones par valbumine, l'âge basket, à grand, les baskets cells à par valbumine, qui synapsent sur le corps cellulaire via des récepteurs dans lesquels la sous-unité GABAergique et la sous-unité alpha 1 qui sont responsables de l'ouverture de la période critique dans le système visuel et probablement pas uniquement dans le système visuel. Bien entendu, vous comprenez que le système visuel ici nous sert de modèle pour comprendre la plasticité du système nerveux. Donc la deuxième question, bien entendu, qui se pose, c'est quels sont les mécanismes, hein, parce que c'est bien gentil tout ça, mais on n'a toujours pas de mécanisme vraiment clair de comment les systèmes se mettent à démarrer cette inhibition, comment est-ce que nos neurones deviennent matures. Donc il y a deux exemples, hein, et je vais essayer d'avancer un petit peu sur un des exemples. Si je n'avais pas jusqu'au bout, je finirai la semaine prochaine. Mais le premier exemple, c'est ce qu'on appelle le BDNF, le Brain Derived Neurotrophic Factor. Et donc là, je m'appuierai sur un article de Jiao, de ses collègues. Donc cette étude part de l'observation. Alors vous voyez,
Le BDNF, c'est une molécule qui est un facteur de croissance, hein, de la famille des NGF. Je te raconterai un tout petit peu comment on l'a trouvé, qui se fixe sur des récepteurs à tyrosine kinase, qui entraînent leur démérisation, à vrai dire. Ça implique des sucres, on verra ça plus tard, et qui est exprimé ici, dans plein de régions, vous voyez, du cortex, dans l'hippocampe, bien entendu, dans le cortex, et aussi dans des noyaux sous-corticaux. Donc, ces circuits inhibiteurs, mais pas les excitateurs, dans cet article, ils observent, ces auteurs, que les circuits inhibiteurs ont une maturation postnatale importante, induite par l'expérience. Ça, maintenant, on le sait. Hein. Et histoire de changer, ici, il s'agit du cortex somatosensoriel et du système des vibrisses de la souris. Hein. Donc, toujours, cette question des vibrisses, les voilà. Hein, voilà, c'est toujours les vibrisses de la souris. Donc, ça me permet de vous rappeler que ces circuits-là ne sont pas spécifiques du système visuel. On les retrouve aussi dans les autres régions du cortex, y compris le cortex préfrontal. Donc, une autre chose que je voudrais vous rappeler, c'est que l'ouverture des périodes critiques, qui s'accompagne de la maturation des neurones PV, et que ces périodes critiques se ferment quand les neurones sont complètement matures. Ça, c'est pas facile à comprendre, c'est-à-dire que je commence à maturer, j'ouvre, je suis complètement mature, je ferme. Donc, c'est une chose dont il faut aussi vous souvenir. Et c'est une idée qui a été avancée par plusieurs. Et je vous en reparlerai plus tard quand nous parlerons de travaux qui sont faits dans notre laboratoire en collaboration avec la Coench par essentiellement aujourd'hui Julien Spatazza. Et je vous en parlerai un petit peu, exceptionnellement, je parlerai un petit peu de choses qu'on fait au laboratoire, parce que je pense que ça va tout à fait dans l'idée de la compréhension de comment on peut ouvrir et fermer, et rouvrir surtout, une période critique. Mais je vais commencer par le BDNF. Hein. Alors, le BDNF, c'est un facteur de croissance de la famille des neurotrophines. Il a de nombreuses fonctions, ce facteur, au cours du développement. Et toutes ces neurotrophines, d'ailleurs, ont de nombreuses fonctions au cours du développement. Et le BDNF joue un rôle très important dans la maturation des neurones par valbumine, justement. Donc, pour ce qui est de cette molécule, je vous renvoie à cette revue qui est très bien faite. Hein. Elle est assez récente, je pense qu'elle date de l'année. Et le premier membre de la famille des neurotrophines a été découvert, vous le savez, par Rita Levi-Montalcini et Victor Hamburger. D'ailleurs, c'est une affaire assez drôle, cette affaire de Levi-Montalcini et Hamburger, parce que c'est une découverte qui est absolument liée au hasard, qui est due au hasard. C'est un contrôle qui tourne mal, enfin, c'est souvent le cas quand on trouve quelque chose, c'est un contrôle qui tourne mal. Et aussi à l'intelligence de Rita Levi-Montalcini, qui a compris ce qu'il fallait faire. Donc je vais vous raconter brièvement l'histoire. Rita Levi-Montalcini a greffé des petits extraits de sarcome de cellules infectées par le virus de Roux. C'est un extrait de sarcome et elle l'implantait à la surface de la membrane allantoïde de l'œuf. Je ne sais pas pourquoi je fais ça quand je parle de l'œuf, mais de l'œuf fécondé, donc c'est complètement différent. Et donc c'est une activité qui favorise la survie et la différenciation des neurones chez le poulet. Donc on voyait que les neurones sensoriels du poulet allaient migrer vers cette tumeur-là qui était implantée à la surface de la membrane allantoïde de l'œuf. Et donc là, on est dans les débuts des années 50. Et à l'époque, si vous voulez, on pensait que les activités enzymatiques pouvaient être portées par de l'ADN ou par de l'AR. Maintenant, on le pense de nouveau, peut-être. Mais à l'époque, c'était... Entre-temps, il y a eu les protéines qui ont tout envahi. Et donc, afin de tester l'hypothèse que le facteur était peut-être de l'acide nucléique, elle a traité les extraits de son sarcome de Roux. Elle a fait un test in vitro. Là, une des premières personnes avait des trucs en culture avec des explants. Elle mettait des petits explants sensoriels et puis elle balançait par-dessus son extrait de sarcome. Puis on voyait qu'il y avait les neurites qui poussaient. Enfin, il y a de très belles images. Je n'ai pas été les rechercher, mais on les trouve dans tous les bouquins. Et donc, afin de tester, savoir si la molécule active était de l'ADN, elle a traité par une enzyme qu'on appelle la phosphodiestérase de venin de serpent, qui coupe les fonctions phosphodiester qui joignent les bases de l'ADN. Donc, on coupe ça et puis on dégrade comme ça l'ADN et on regarde ce qui se passe. Alors, comme c'est une bonne chercheuse, elle avait fait l'extrait de sarcome de Roux,
l'estrexaphone de roue plus la phosphodiestérase de venin de serpent, et la phosphodiestérase de venin de serpent toute seule, qui ne doit évidemment rien donner. Et bingo, avec la phosphodiestérase de venin de serpent toute seule, il y avait de la survie et de la croissance des neurones sensoriels. Donc toute personne normale aurait foutu tout ça à la poubelle et serait passée à autre chose. Mais elle est assez maligne parce que elle se dit qu'il y a dans la phosphodiestérase de venin de serpent, finalement, il y a peut-être quelque chose qui fonctionne, quoi, qui est un facteur de survie et de croissance des neurones sensoriels. Et vous savez que c'est fait à partir des glandes sous-maxillaires des glandes à venin de serpent, c'est des orthologues des glandes sous-maxillaires salivaires, des glandes salivaires. Et donc, elle a trouvé chez la souris mâle, qui ont des glandes sous-maxillaires, comme vous le savez, extrêmement développées, elle a trouvé une source formidable de molécules. Et c'est comme ça qu'avec Stanley Cohen, ils ont pu, parce qu'ils ont trouvé une source très importante, ils ont pu purifier ce qu'on a appelé le NGF, c'est-à-dire le facteur de croissance du nerf. Et il se trouve que, coup de bol, effectivement, le facteur de croissance du nerf est une molécule qui est impliquée physiologiquement dans la survie des neurones sensoriels. Donc, parce que bon, c'était un glande salivaire, ce n'était pas évident. Mais d'ailleurs, on ne sait pas très bien ce que fait le NGF dans les glandes salivaires, pour rien vous cacher. Mais c'est une molécule qui est physiologiquement impliquée dans la survie des neurones sensoriels. Donc, ça, c'était vraiment formidable. Et ensuite, il faudra plusieurs années de travail et beaucoup de cerveaux de cochon, à vrai dire, à Hans Tonnen et Yves-Alain Bard, pour purifier une deuxième neurotrophine. Ce coup-ci à partir du cerveau de cochon. Et cette deuxième neurotrophine, ils l'ont appelée Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF. Donc, et ça a attendu les années 90. Hein. Mais quand ils ont comparé le BDNF au NGF, ils se sont rendus compte que la structure était très proche. Donc, ils avaient une famille. Et à partir de là, ils en ont cloné 4 ou 5 d'autres par des homologies de séquences. Donc, ce BDNF est donc une découverte relativement récente. Et vous voyez ici, effectivement, que par hybridation in situ, vous avez une molécule qui est très fortement impliquée, en tout cas exprimée, dans le cortex et dans l'hippocampe. Et ici, c'est une souris P28, donc en plein pic de la période critique. C'est pour ça que j'ai choisi cette image, hein, ce n'est pas par hasard. Donc si je reviens à l'article de Jiao, le BDNF qui agit à la fois sur les systèmes excitateurs et inhibiteurs, sur les deux, est un suspect assez intéressant puisque son action sur la maturation des neurones GABA est connue, hein, ça c'est vrai, et que les circuits inhibiteurs, au contraire des excitateurs, présentent une forte maturation postnatale. Rappelez-vous la première diapositive. L'inhibition, elle commence beaucoup plus tard, alors que l'excitation commence beaucoup plus tôt. Hein. Donc, je ne vais pas avoir le temps de vous raconter ça. Je vais m'arrêter là, en fait, parce que là, je voudrais garder, c'est un truc un tout petit peu compliqué, comme vous pouvez le voir. Mais ce sont des expériences qui ont consisté, et je vous décrirai ce qu'elles ont fait, à empêcher, exactement comme le cas de la GAD, c'est-à-dire qu'on garde le niveau de BDNF de base, mais on empêche le BDNF qui est régulé par l'activité. Hein. Vous allez voir que quand on fait ça, on modifie la morphologie des réseaux neuronaux au cours de la période critique dans le système somatosensoriel, hein, puisque là, j'ai décidé de prendre le système somatosensoriel. Voilà. Excusez-moi, je sais que les cours de 1h30, c'est un peu fatigant, mais ça se terminera plus vite, du coup. Et je ne suis pas responsable, c'est l'AERS qui est responsable. Donc, l'AERS, c'est l'évaluation des laboratoires, donc il faut qu'on ait pas mal de choses à faire d'ici après le mois de novembre. Donc, je n'étais pas en mesure de faire les cours au mois de décembre cette année. Mais l'année prochaine, vous me direz comment vous voulez qu'on passe. Si on garde 1h30 ou si on vient à 1h. Voilà. Je vous remercie.